PDSA. Merci à Jean-Jacques qui nous a vraiment bien accueillis aujourd'hui dans le Conseil du Pape. Jean-Jacques est également notre premier orateur pour Ecofin Charleroi il y a maintenant déjà pratiquement 3 ans. Déjà. Voilà, j'ai l'impression d'être un instituteur. Conférence de presse. Donc, tout d'abord, bonjour et bienvenue, en effet, tu l'as bien dit, dans ce paradis. Je me suis dit, en fait, mon choix était assez simple. Généralement, il y a plein de gens qui attendent pour mourir pour aller au paradis. Moi, je dis, autant aller quand on est vivant. Donc voilà, c'est pour ça que je suis probablement venu à PDSA. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais, comme j'expliquais à l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, je me dis, j'ai commencé à détester les exposés ex cathedra où on projette sans arrêt. Enfin, de toute façon, il n'y a personne qui vous écoute, tout le monde lit. Donc, je vais essayer aujourd'hui de vous parler un petit peu, et j'en terminerai par vous dire un autre projet que j'ai, qui va d'ailleurs voir l'aboutissement fin octobre, de mon parcours, modestement de mon parcours, et de dire au travers de mon parcours un petit peu ce qui a construit progressivement, je dirais, mes réflexes dans la gestion, dans un type de management. Alors, bon voilà, je vais avoir 60 ans l'année prochaine, oui, on n'est plus si jeune que ça. Et donc, si on se souvient, il y a 60 ans d'ici, pour ceux qui, j'en regarde certains, voilà, on n'avait pas cet instrument diabolique, on n'avait pas les ordinateurs, et donc quand on faisait une conférence comme celle-ci, c'était simple, je veux dire, on rentrait à la maison, il n'y avait rien qui était avancé. Donc tantôt, quand je vais revenir au bureau, il y aura certainement 25 emails, 10 messages, 5 appels téléphoniques, enfin vous êtes tous dans le cas. Et donc c'est vrai qu'il faut s'adapter à cette vie que l'on appelle et qui devient de plus en plus digitalisée. Et c'est là que je pense que le management de terrain, qui est pour moi ma valeur essentielle, est fondamental. Alors, au travers de mon parcours, tout d'abord, je suis né dans la région de la Louvière, et j'ai vécu à Oudangouni, et puis mes études, je les ai faites à Charleroi, d'humanité, et j'ai en effet eu la chance, à l'âge de 17 ans, de me retrouver en équipe première, donc d'être avec les joueurs professionnels. J'avais le statut de semi-professionnel parce que j'étais aux études. Et d'ailleurs, comment dirais-je, quand je suis rentré à l'université, j'ai gardé ce statut-là parce que c'était compliqué de faire les deux. Alors, qu'est-ce que le football, tout d'abord, première expérience professionnelle, le football m'a appris. Alors, la première chose, c'est évidemment ce que j'appelle l'esprit d'équipe. Petite anecdote. On est en stage à l'étranger et je partage ma chambre avec un joueur de foot, très connu, je ne citerai pas le nom parce que malheureusement il n'est plus là. Et à l'époque, comme je le dis, il n'y avait pas tout ça, donc j'ai écrit une belle lettre à ma fiancée, c'était encore un. Et puis il vient près de moi et me demande pour que j'écrive la même lettre à son épouse. Alors c'est vrai qu'au début, ça fait rire, puis quand il vous dit qu'il ne sait pas lire et écrire, c'est assez émouvant, et ça, c'était le premier déclic de ma vie, de me dire, mais tiens, finalement, c'est ça une équipe. C'est qu'on a des gens qui ont des tempéraments, qui ont des formations, qui ont des qualités différentes, mais on réussit en équipe. Cette personne nous a gagné pas mal de matchs, et donc il y avait des universitaires dans l'équipe, des gens qui, en effet, ne savaient pas lire et écrire. Ce que m'a appris aussi le sport, peut-être principalement à Charleroi, c'est qu'il faut toujours se remettre en question. Je dirais que c'est pas parce qu'on gagne un match qu'on va tout gagner, c'est pas parce qu'on perd un match qu'on va tout perdre. Donc ça, c'est important, et cet esprit un peu de combatif. Voilà. Ensuite, donc je suis rentré dans la société Solvay, multinationale, où j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé quasiment 20 ans. J'ai commencé comme ingénieur de production. Je me souviendrai toujours, le premier jour où je suis arrivé, mon patron me dit et me présente à ses équipes, voilà, je vous présente Jean-Jacques Cloquet, un jeune con. Je dis, je suis à mon diplôme d'ingénieur, jeune con, il me prend pour qui? Il me dit, mais t'inquiète pas, moi je suis un vieux con, la différence c'est l'expérience. Donc, voilà, ça c'était mon premier. Et puis il me dit, et à partir de demain, tu fais les nuits. Ah bon. Tu vois Olivier, pourquoi je dors pas beaucoup, hein? Il m'a envoyé, oui, j'ai oublié de vous présenter, quand même, une partie de l'équipe qui est ici. Il y a le directeur commercial, c'est lui qui va... En fait, vous ne sortirez pas d'ici tant que vous n'avez pas acheté une chambre. Hein, on ne l'aura pas dit, sinon c'est la cage Lyon.
Et alors Claire, notre charmante responsable communication qui nous aide dans toutes ces... Voilà, et qui fait un travail remarquable parce qu'elle vous le dira certainement. Elle était très modeste dans la présentation, mais nous avons un Facebook qui marche du tonnerre avec pratiquement 600 000 personnes qui nous suivent, des reportages mis tous les jours. Si vous n'y êtes pas, allez-y, vous allez voir. Moi, je ne suis pas dessus, parce que j'ai horreur de ça, mais dans la famille, ils y sont tous, et puis c'est eux qui m'expliquent ce qui se passe dans le parc, donc c'est bien. Voilà. Mais bon, c'est important quand même commercialement. Sauf pour les fake news, mais ça, bon, il faut faire avec. Voilà, donc dans la multinationale, voilà ce que j'ai évidemment... je dois beaucoup à Solvay parce que j'ai eu la chance, quand on est dans une entreprise comme celle-là, de pouvoir commencer comme ingénieur en production et puis on vous permet de faire des tas de formations et c'est là qu'on m'a permis de faire un MBA en Suisse pour justement rentrer dans des fonctions, je dirais, plus commerciales et j'ai eu la chance d'être directeur européen. Et puis vers 42 ans, j'ai tout arrêté, non pas parce que j'en avais marre de Solvay, que du contraire, mais tout simplement parce qu'il y avait une décision fondamentale privée dans ma vie qui était de m'occuper de mon père, parce qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Et je trouvais que c'était important d'être à côté de lui, donc j'ai tout arrêté. Mais avec Solvay, qui a été très correct avec moi, vu qu'ils m'ont proposé de m'aider au départ par un contrat de consultant. Enfin, c'est une remise en question. Et c'était démarré comme indépendant. Il y a pas mal d'indépendants comme ça. Quand vous avez fait 20 ans dans une multinationale, que vous avez l'impression que c'est compliqué et que vous êtes indépendant, alors là, vous apprenez à ne plus dormir. Hein? Demain, il faut du boulot, il faut ainsi de suite. Et j'ai énormément de respect d'ailleurs pour les indépendants parce que je trouve que voilà, il faut remplir la charrette tous les jours et c'est pas toujours facile. Voilà, et donc, et là, je suis abordé par Enzo Schifo à l'époque et Abbas Bayat, qui me demande, sachant que je suis un peu sur le marché, si ça m'intéressait de devenir comme directeur général au Sporting de Charleroi, ce que j'ai accepté. Alors là, peut-être une deuxième expérience de la vie, toujours regarder un petit peu où vous allez. Hein, bon. Vous prenez une direction, regardez s'il n'y a pas un cul-de-sac ou un ravin. En effet, j'ai passé plus de temps, c'est d'ailleurs là que j'ai travaillé avec Olivier, vu qu'on s'est croisés là, un an au moins, on a passé plus de temps dans les tribunaux, ce qui a fait que je suis devenu juge consulaire. Hein, donc voilà. Et donc, à sauver le club, c'était une année où on n'avait même pas d'argent pour mettre des timbres sur les enveloppes. Mais bon, c'est une belle expérience parce que il faut se battre tous les jours, il faut motiver des troupes. Ça c'était l'expérience. Mais je dirais qu'après un an, nous n'avions pas les mêmes valeurs et donc on s'est séparés, mais de manière très correcte parce que voilà, je ne pouvais plus travailler dans l'esprit qui était l'esprit qui est malheureusement encore énormément dans le football, c'est le fric, et puis voilà, il y a des gens qui n'ont encore rien prouvé, qui ont beaucoup d'argent, et je trouve que c'est un peu dommage, voilà. Mais bon, ça c'est un peu l'apprentissage, et de se dire peut-être de bien réfléchir, de bien analyser avant de prendre une décision, de bien étudier le secteur où vous allez, ce que j'ai appris par le passé quand même. Et donc, je n'ai pas dû le faire pour Péry des Arts, rassurez-vous, je connaissais trop bien Eric. Et aussi notre amitié qui était présente. Je veux simplement dire que ce que j'ai appris aussi pendant mes études, c'est qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour étudier. Hein? Donc, j'ai toujours eu la chance, grâce à cette méthode d'études, c'est de devoir travailler en juillet-août. Jamais raté, mais bon. Le seconde cesse, on en parler énormément. Mais qui n'a pas fait une seconde cesse n'est pas un bon élève. Hein? Bon, c'est bien connu. Voilà, n'est-ce pas? J'en reconnais quelques-uns malgré l'âge. On s'est croisés à d'autres endroits que dans les cours, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'est l'expérience du foot. Et puis après, je rentre dans une société qui était bien connue à Charleroi, qui est la Carole Origine. Alors là, c'était le public à 100%, et je découvre, je rentre comme directeur technique quasiment au moment où c'est le tsunami, ce qu'on a appelé les affaires de Charleroi, avec vraiment malheureusement un personnel qui était peu qualifié, placé. Mais c'est pas pour autant dire que ce sont des gens qu'il faut jeter à la poubelle. Moi, j'ai jamais eu ce principe-là, et donc je me souviens de les avoir tous réunis, de leur dire, écoutez, on n'arrête pas de dire dans la presse que vous êtes des fainéants, et voilà, vous n'êtes pas courageux, vous êtes des magouilleurs, on va prouver le contraire ensemble, si vous le voulez. Ceux qui ne veulent pas, la porte est là. Et on a construit vraiment de belles équipes. Ça a été la même chose aussi avec les locataires, parce que c'était un peu l'assistanat profond, et c'est ça qui est dommageable, je trouve, aujourd'hui dans notre société. Je me souviens d'avoir des réunions le soir avec
les locataires et de leur dire, écoutez, je vois pas pourquoi vous n'allez pas sortir vos poubelles, parce que en fait, ils déposaient leurs poubelles au bas de l'ascenseur, et puis c'était le plombier le week-end qui devait les sortir. J'ai dit, écoutez, moi je sors mes poubelles, vous allez sortir vos poubelles, ça commençait par une révolution. Puis je dis, mais pendant que le plombier sort vos poubelles, il récupère en double et il répare quand même pas votre évier. Donc c'est un autre problème. Donc voilà. Mais c'était 3 ans d'une expérience humaine extraordinaire, parce que vous vous souvenez, 1 an avant, vous êtes dans une multinationale où vous voyagez sans arrêt au niveau européen. Et donc voilà, c'est une expérience humaine très intéressante, très enrichissante, qui se termine par une autre expérience de vie, un vendredi à 17h, par un licenciement. Parce que j'étais visiblement trop qualifié. Je le dis aujourd'hui beaucoup plus sereinement, je peux vous dire que vous passez des semaines très compliquées quand vous apprenez ça, même si le personnel a fait grève, il y a eu des pétitions dans les locataires, mais ça ne changeait quand même rien. Et donc c'est aussi une expérience de vie pour moi très importante, c'est que, et ça ne m'a pas empêché de me séparer de personnel durant toute ma carrière, mais il faut expliquer pourquoi on le fait. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi, parce qu'on a beau me dire que j'étais surqualifié, c'est peut-être pas la meilleure des choses à dire quand on se sépare de vous. Il faut être juste, quoi. Voilà, c'est ce que je pense qui est important. Et dans toute ma carrière, chaque fois que j'ai dû procéder à des décisions comme celle-là, c'était important pour moi d'expliquer clairement aux personnes, mais c'est valable dans la famille, hein. Vous passez à côté d'un enfant, vous lui mettez une claque sans lui expliquer pourquoi, c'est un petit peu dommage, mais c'est ce que j'ai eu cette impression. Et donc je crois que ça c'est fondamental, il faut être juste dans les décisions qu'on prend, les expliquer. Je me souviens à l'odeur, quand j'ai repris l'odeur l'année dernière, j'ai dû me séparer de 4 directeurs. Mais la 4e, c'était très compliqué parce que c'était une dame de 52 ans dont on avait fait une fonction sur mesure pour faire plaisir. Mais le problème, c'est quand vous devez sauver une boîte de la faillite, il faut prendre des décisions, c'est pas à vous que je dois le dire, vous côtoyez quand même ces milieux-là, il faut prendre des décisions pas faciles, et donc l'entretien a quand même duré 3 heures avec elle, et sa question fondamentale, et qui m'a beaucoup touché, c'est elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ma fille de 22 ans ? Et c'est vrai que moi, je n'ai pas su expliquer beaucoup de choses à mes enfants qui ont toujours cru que j'étais un magouilleur parce que j'avais été licencié. Hein. Enfin, ils n'ont pas cru à 100%, mais enfin, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, ce que je lui ai dit simplement, mais écoute, tu dois simplement dire que voilà, il y a une nouvelle direction, un nouveau président, qu'il analyse la situation, que voilà, cette fonction n'existera plus et que malheureusement, je l'occupe. Voilà ce que tu dois dire, que ça n'a rien à voir avec tes qualités. Et je me souviens ça a été quand même un moment difficile, mais à 16h, quand j'ai quitté les bureaux, elle m'a dit, Monsieur Cloquet, je vous remercie, je saurai ce que je dois dire à ma fille. Voilà, depuis lors, on lui a retrouvé un job, et elle est repartie, parce que ça aussi, je pense que c'est pas parce que vous vous séparez de quelqu'un, quelqu'un ne peut ne pas correspondre à une fonction, mais si on se sépare, on doit aussi s'engager à faire le maximum pour essayer de la repositionner. Et c'est ça qui fait que moi, je peux... je dirais modestement, me balader en rue et croiser beaucoup de gens dont je me suis séparé et qui, soit qui ont retrouvé du boulot, soit qui ont pu avoir une deuxième chance dans la vie, ça c'est important. Donc ça c'était l'expérience de la Carolo. Et puis après, je rentre à l'aéroport, donc c'était comme indépendant, le 1er octobre 2007, pour m'occuper, à l'époque, on était juste au moment où on allait démarrer le nouveau terminal. Hein, celui que vous connaissez, ceux qui sont dans la région de Charleroi. Et donc, on m'a demandé de m'occuper de toute la partie non-aviation. Donc, de s'arranger, en fait, on dit, ben voilà, tu vas être le Michael O'Leary au sol. Donc, c'est le Michael O'Leary au sol, tu prends le passager, tu le retournes, jusqu'au moment où il monte dans l'avion. Tu prends le maximum, parce qu'après, c'est lui qui prend tout. Donc, enfin, il prend déjà avant, hein, mais bon, il prend après aussi. Et donc, c'était l'ORECA, les parkings, enfin, c'était quand même très important, parce que vous devez savoir que tous les aéroports font le résultat financier sur ce qu'on appelle le non-aviation. Bruxelles est une machine à fric énorme, comme d'autres aéroports. D'ailleurs, quand on voit que ces aéroports se revendent à 21 fois les l'EBITDA, on se rend compte que c'est quand même des petites mines d'or. Hein. Donc voilà. Donc ça, ça s'est passé relativement bien. Et en janvier, on m'a proposé de passer du statut d'indépendant employé. Et puis en juin, il y avait quelques soucis au niveau des RH, on m'a demandé de reprendre les ressources humaines. Pour juste vous dire, familialement, j'avais quand même 7 enfants, donc un peu de boulot en plus, un peu de fric, ça fait quand même pas de tort. Hein. Vous qui êtes financier, c'est pas vous que je dois le dire. Non. Et donc, j'ai repris les RH. Et je dirais, ma méthode de travail a été, ah ben voilà, je vous présente mes collègues. Ici, si tu dis une connerie, faire attention.
Alors peut-être que je vais laisser donner la parole, en tout cas, je ne sais pas si vous savez. Ouais, voilà. Bonjour à tous. Je vous présente Ali, une chouette à lunettes. Ça vit en Amérique. Elle est contente ou pas contente? Plus sûr, il n'y a pas de problème. T'es pas d'accord avec monsieur Coffey? Le deuxième oiseau est l'oiseau qui va prendre la compte pour les réservations des hôtels. Donc c'est toujours très amical, mais voilà. Et ma collègue, elle a un tigre à tête blanche. C'est chouette. C'est chouette aussi. C'est chouette aussi. C'est peut-être l'occasion de vous dire que je fais un peu plus loin maintenant sur PayDesa et puis je reviendrai sur ma carrière. Mais il y a deux axes importants qu'on devait développer au niveau de PayDesa quand on en discutait avec Eric. C'est que d'un côté, vous savez, on a beau atteindre les 2 millions de visiteurs, quelqu'un qui habite à plus de 2 heures, c'est pas évident qu'il vienne faire la route et faire 4 heures par jour. Il y en a qui le font, hein. Mais enfin c'est quand même une minorité. Et donc la notion d'hébergement et d'immersion était quand même un grand plus par rapport à ce segment-là, mais aussi par rapport à une nouveauté à offrir, parce que Olivier pourra vous en parler. Je dirais, ah oui, notre directeur d'hôtel est là aussi, Jean-Philippe, je le vois. Merci Jean-Philippe. Et donc c'est finalement de vivre une expérience. Il y en a quand même pas mal de gens qui habitent dans la région et tout, qui ont envie de loger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir cette chance aussi, c'est que nos soigneurs nous font un grand plaisir, c'est de pouvoir offrir des exclusivités aux gens qui logent dans les hôtels. Donc je pense que c'est vers 8h30 en tout cas, pour le petit déjeuner, il y a présentation des rapaces avec les soigneurs. Et puis à 9h du matin, nourrissage des otaries. À ces heures-là, le parc n'est pas encore ouvert. Et d'ailleurs, avant 10h, les gens peuvent partir dans le parc et donc avoir une liberté d'1 heure sans la foule. Parce que si vous voyez, ce week-end, on va avoir du 25-26 000 visiteurs. C'est quand même costaud. Donc voilà, ça c'est. Et alors aussi, on a pour l'autre partie, enfin en tout cas ici un peu plus loin, le soir, le nourrissage des ours et des loups, qui est toujours aussi impressionnant. Et donc c'est des petites exclusivités qui font que finalement, c'est pas cher du tout, hein, Olivier? Hein? Bon, c'est bien ce que je pensais. Si tu es surpris, il faut que je le dise plus fort. En fait, c'est pas cher du tout. Non, mais c'est vrai qu'au début, on a été... c'est vrai, bon, je peux comprendre quand je dis c'est pas cher. On en vient, je crois, généralement, si on optimise, en tout cas, bon, ici, vous avez l'hôtel, vous avez 26 chambres, des doubles et des familiales. Vous avez 4 lodges qui sont là-bas au-dessus. Vous avez les maisons de Hobbit où on peut être 6 ou 7, et les maisons du Canada où on peut être... les cabanes du Canada où on peut être aussi... ce qu'on appelle les natives 6, 7 ou 8. Évidemment, quand on optimise, on arrive à des budgets de moins de 200 € par personne. Alors, ouais, mais quand même, c'est 200 € par personne. Oui, sauf que, bon, vous avez 2 jours dans le parc. Il faut savoir qu'une entrée dans le parc, c'est 36 €. Bon, généralement, on ne décompose pas le prix, mais avec vous, je peux le faire, parce que de toute façon, vous allez quand même poser la question. Donc, avec les financiers, on n'a pas le choix. Et donc, vous avez le petit déjeuner, le repas 3 services du soir, plus les exclusivités d'immersion. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne fait pas ça 10 fois par an, mais je pense que quand on voit le succès, on avait, je crois, de mémoire, 94% de taux de remplissage au mois d'août, alors qu'on a démarré les ventes le 14 mai. Et jusqu'au 21 juin, on a démarré sur catalogue. On n'avait rien. Tandis qu'après, grâce à Facebook, n'est-ce pas, Claire, on a pu commencer à avoir plein de témoignages. Et voilà, c'est ça qui fait évidemment le succès. C'est les gens qui s'expriment, que ce soit sur TripAdvisor ou sur d'autres sites, Google ou quoi que ce soit, et qui expliquent leur expérience, qui donnent envie finalement. Et donc on sera vraiment, on pourra atteindre, on avait quand même été prudent de se dire on veut un budget qui était quand même ambitieux de 75% de taux de remplissage sur la saison. Ce qui est quand même pas mal quand vous parlez dans le milieu hôtelier. C'est vrai qu'on a un plus par rapport à un hôtel traditionnel et on y arrive, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, voilà. Voilà et voilà, donc je dois quand même faire gaffe à ce que je dis parce que maintenant ils m'ont carrément entouré. Donc ils font un excellent travail et les animaux sont sympas. Voilà. Merci en tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ouais, pas sûr qu'il aime les financiers. Pour les augmentations, ils viennent aussi. Oui. Enfin voilà, c'était le petit intermède. Ben oui, on est dans
C'est notre quotidien. Hein. Vous devez savoir que je suis dans un bureau paysager et qu'au début, il y avait... D'ailleurs, je ne le vois plus. Je ne le vois plus, ce grand perroquet. Et puis, il se baladait. Et puis, à un moment, j'étais dans mon bureau et il est arrivé sur mon bureau et j'étais au téléphone. Et enfin, mon épouse ne me croyait pas. Je dis, si, je suis au boulot, je te promets. Ça, c'est périmé, ça. Voilà. Donc l'aéroport, j'en étais donc aux ressources humaines. Et c'est là que pour moi, je vous le répétais, il y a tout d'abord l'esprit d'équipe de développer, mais aussi le terrain. Et je me rappelle la première réunion syndicale que nous avons, conseil d'entreprise ou délégation syndicale, je ne sais plus, ou CPPT. Et donc le personnel me dit clairement, voilà, il y a ça qui ne va pas comme situation. Et je leur dis clairement, je vais aller voir sur le terrain. Ils se sont certainement dit, ils causent toujours comme les autres. Mais alors quand on va sur le terrain, il ne faut pas aller le mardi à 10h. Il faut aller le dimanche à 5h du matin, quand les gens sont... C'est le moment quand même le plus dur pour eux, si on veut quand même, en tout cas, montrer qu'on s'intéresse à leur job. Et donc, je suis arrivé là en jeans, en bottines, et je leur ai dit, vous me mettez dans l'avion le plus compliqué à faire, on va travailler ensemble. Je dis, mais non, vous n'allez pas travailler, je vais quand même travailler un petit peu quand même. Hein. Donc, je vais... Et ça m'a permis, évidemment, d'ailleurs, je le faisais quasiment tous les week-ends, j'allais 1 ou 2 heures, vu que j'ai la chance, naturellement, de ne pas dormir beaucoup. Et ça permet vraiment de créer un climat de confiance. D'ailleurs, à la réunion syndicale suivante, je leur dis, il y avait 10 points, il y en a 6, les gars, c'est de la couille, excusez-moi mesdames. Les 4 autres, ok, on va s'en charger. Mais là, vous m'avez raconté n'importe quoi. Et là, on commence à avoir un peu de considération et de respect, et surtout, vous avez de la considération pour le travail. Ça crée aussi un climat, pour moi, qui est fondamental, qui est ce climat vous permet d'avoir de la part de votre personnel un retour sur des orientations, sur des décisions, sur des projets, où des gens qui sont parfois le nez dans leur travail toute la journée, au niveau expérience, en connaissent quand même nettement plus que vous, même si vous avez des diplômes, et vous disent, mais écoutez, le projet dont on a entendu parler, vous savez, si on le fait comme ça pourrait peut-être aller mieux. Ils osent vous le dire, parce qu'on crée un climat. Et si vous revenez en plus tard en leur disant, mais finalement, tu n'avais pas tort, on va faire comme ça, je peux vous dire que vous avez des idées d'innovation, en veux-tu, en voilà, et on a créé, par exemple, certains produits comme le chargement des bagages. Vous devez savoir que dans un avion, on charge le bagage avec un tapis, et puis on a une soute à bagages qui est haute comme ça. Et donc il y a un gars qui prend le bagage, et qui le donne à l'autre qui va le placer dans l'avion. Hein, on doit répartir pour une question de répartition des charges. Sauf que quand vous avez des voyages sur, je veux dire, Nador, Oujda ou Fès, c'est comme les voitures qui allaient dans le sud de la France avant, c'est 183 bagages ou 84 bagages de 23 kilos. Vous imaginez les deux gars. Et donc ces gens ont inventé finalement un tapis, donc de prolonger par un tapis avec des rouleaux jusqu'au bout de l'avion. Ça veut donc dire deux avantages, productivité plus qu'une personne à l'intérieur de l'avion. Vous n'avez pas licencié les gens, on était en croissance, donc on a engagé moins, on était plus productif, et on a réduit d'un facteur 9 le taux d'accident du dos. Hein, et donc, mais ça, c'est un ouvrier qui a proposé ça. Hein, par exemple, vous connaissez tous l'escalier Stana dans les maisons. Il y en a un qui a dit pourquoi on ne ferait pas ça sur les échelles. Mais c'est vrai, parce que quand on est une personne PMR handicapée, ça prend quand même du temps pour la montée dans l'avion, ça veut dire que ça retarde le chargement de l'avion, mais aussi pour la personne, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout pour les pompiers, il faut 2 pompiers qui l'accompagnent. Et depuis qu'on a installé ça, voilà, donc les gens peuvent monter beaucoup plus facilement dans l'avion. Mais ça, c'est aussi, on était les premiers à le faire avec Stana, et donc je pourrais vous en citer plein, mais ça vient dans un climat comme ça. Et je vous en parlerai après, ça repose pour moi sur cette considération où derrière ça, il y a vraiment des indicateurs de résultats. Voilà. Ensuite, je dirais que l'aéroport, je regarde un petit peu mes notes parce que tout à l'heure, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Et donc, l'aéroport aussi, j'ai appris la fameuse phrase de Churchill, « Never waste a good crisis ». Simplement, vous avez la merde, ne déprimons pas, réfléchissons en termes d'opportunités. 2 cas importants. Le premier, comme vous l'avez appris à l'époque, en 2014, le coup près tombe sur la décision de la Commission européenne, qui dit voilà, ce n'est pas normal. L'aéroport de Charleroi ne paye pas une redevance suffisante à son propriétaire. Ça, c'est nos petits amis de Bruxelles qui s'étaient plaints à l'Europe. Et donc, ça a duré un certain temps. Et j'en ai toujours voulu à l'Europe, parce que oui, de temps en temps, je fais des coups de gueule, parce que je trouvais qu'il fallait, depuis lors que j'ai fait faire un doctorat qui se terminera, je crois, dans 1 an ou 2, il fallait intégrer la composante. C'est vrai, la région investit de l'argent, vous fait payer un loyer faible, mais d'un autre côté, il y a un retour qui est le socio-économique.
bon, je peux vous dire que sur 10 ans, on a créé à peu près 5000 emplois directs, indirects, induits. Si ça, avec 90% des gens qui habitent dans la région, si ça, ce n'est pas un retour sur investissement, mais directement l'Europe a dit non. On doit vous considérer comme un acteur privé, on doit voir la rentabilité, et bon, bah, évidemment, on était mort. Donc, je dirais qu'on a eu, et ça veut dire qu'à ce moment-là, en 2014, nous avions un projet de 80 millions pour faire l'extension, un super projet. Et du jour au lendemain, on vous dit votre loyer, c'est plus 3 millions, c'est 15 millions. Donc, on n'avait plus le même argent, en tout cas, pour faire le projet. Et c'est là que, bon, c'était un peu panique, conseil d'administration extraordinaire, ainsi de suite, mais les équipes techniques sont revenues 2 semaines après en disant, on a une idée. Ah oui, on a une idée. Et l'idée, c'était quoi? C'était de faire le petit frère du grand terminal, juste à côté, évidemment avec moins de qualité, de luxe et tout ce qu'on veut, pour ceux qui l'ont déjà pris, le T2, mais qui était un peu sur une autoroute où à certains moments vous avez 3 bandes et à certains moments de la journée vous en avez une 4e. Quand il y a vraiment des embouteillages, mais ça vous permet d'augmenter la capacité. Et puis, ben, quand vous n'en avez plus besoin, ben, vous revenez dans le grand et vous faites la production, les revenus maximum. Et donc, ça nous a permis évidemment d'aller vers les 8 millions de visiteurs, de passagers. Et le deuxième phénomène qui nous arrive en 2014, je raconte toujours l'anecdote, j'offre pour les 80 ans de ma maman un petit voyage à Venise. Il faut quand même de temps en temps renvoyer la balle. Hein. Et donc j'arrive à peine là, je reçois un SMS de Michael O'Leary qui me dit « Est-ce que c'est possible de me rappeler en urgence ?» Je l'appelle et il me dit « Voilà, lundi, est-ce qu'on peut se voir à Rome ?» J'ai pas de billet d'avion, j'ai pas d'hôtel. On t'a réservé le billet et l'hôtel. Alors, quand Ryanair vous offre le billet et l'hôtel, il y a quelque chose qui ne va pas, comme on dit maintenant. Et donc j'arrive à Rome, en plus il m'accueille comme le meilleur ami du monde. Alors que bon, chaque fois que j'allais à Dublin, j'étais content de revenir avec mon slip. Hein. Et donc on est le soir à l'hôtel vers 23h et il me dit voilà, on a un problème. Le problème c'est que pour ceux qui connaissent un peu les compagnies aériennes, Vueling, qui est la filiale low cost de Iberia British Airways, démarre, Jean-Jacques, elle démarre dans 6 mois, 10 destinations en frontale avec celle que je fais à Charleroi. Il me dit clairement, I want to kill Vueling. J'ai dit oui, mais tu vas me killer aussi, hein, si tu retires 4 avions, parce que c'est ce qu'il fait. Donc il me dit, mais dans 1 mois, je te retire 4 avions. Moi, je fais mon petit calcul, 4 avions, 1 million de passagers, 100 personnes... il est quasiment minuit, tu sais même plus téléphoner à ta maman pour dire que tu as peur. Hein. Donc, ben voilà, décision très difficile. Je téléphone, je me souviens, j'attends 7h du matin pour téléphoner au ministre, il faut quand même le prévenir que... Voilà, parce que O'Leary me dit, attention, je fais ma conférence de presse demain à 11h. Okay. Donc je préviens le ministre, mon président, enfin tout le temps. Bon, c'est branle-bas de combat, convoqué au gouvernement wallon, les réunions syndicales, et chaque fois ma réponse a été la suivante. J'ai dit écoutez, on a 2 possibilités. On s'assied, on pleure, on déprime, on se relève les manches, et qu'est-ce qu'on fait? On va diversifier. On va mettre les bouchées doubles pour attaquer le marché. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher, par exemple, une compagnie comme Pegasus. Alors, ça a toujours été le souhait de diversifier par rapport à Ryanair. Certains disent oui, mais Ryanair est trop fort, est trop puissant. C'est vrai, mais je peux vous dire que c'est pas simple parce que chaque fois que vous allez voir une compagnie aérienne, elle vous dit mais vous êtes sûr que Ryanair ne va pas démarrer les mêmes destinations? Ben non, je suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez l'interdire? Ah non, je peux pas l'interdire. S'ils veulent venir et qu'ils payent, je sais rien faire. Donc c'était. Par contre, l'intérêt quand j'ai détecté Pegasus, en plus c'était renvoyer la balle d'aller piquer Pegasus à Bruxelles, c'est quand même sympa ça. Pegasus était, donc c'était pas Open Sky, donc Ryanair n'avait pas les autorisations sur la Turquie. Donc c'était pas un marché Ryanair. Et une autre anecdote, je me retrouve donc à Istanbul, dans le grand bâtiment de Pegasus, Turcs qui font rien à moitié, qui est donc, vous avez évidemment Turkish Airlines, et Pegasus, c'est la grande société low cost privée, qui est sur l'aéroport oriental, Sabiha Gökçen. Et l'avantage aussi de Pegasus, c'est que j'avais dit, c'était un peu foutu de moi, avec toutes les forces que nous avons à l'aéroport de Charleroi, on est très bon en ponctualité, on était quand même souvent dans le top 3 mondial de la ponctualité. Le drill, le Ryanair que nous avons depuis pas mal d'années pour traiter un avion en 25 minutes, le fait qu'il y ait 20 millions de personnes qui habitent dans un rayon d'1 à 2 heures, je dis on a des atouts énormes.
Et puis on va dire aux gens, vous déposez la valise à Charleroi, vous allez n'importe où dans le monde. Attends, comment? Je dis, mais on va aller chercher une compagnie qui a un hub. Donc Pegasus, via Istanbul, pouvait vous amener vers d'autres pays, voire vers 17 destinations turques. Et quand je suis en réunion, donc je fais mon baratin, et puis le directeur commercial me dit, c'est où Charleroi? Je dis à ma collègue qu'on est mal parti ici. Mais dans la foulée, on lui sort le beau diagramme, on lui dit, Charleroi, en 2 heures de Charleroi, vous avez entre 200 000 et 300 000 Turcs qui vivent. Et là, j'ai vu ses yeux qui commencent à briller. Je dis, allez, on récupère des points. D'ailleurs, on est passé au 4e étage. Donc, c'est qu'on était déjà un peu plus important. Et donc, de fil en aiguille, on a cartonné, quoi. Et Pegasus, aujourd'hui, j'en avais encore au matin, le directeur aviation qui de temps en temps me tient au courant, vraiment, ça se développe de manière remarquable. Et donc, même Ryanair a dit, bien joué. Et Ryanair, plutôt que de perdre 1 million de visiteurs, parce que c'est ça aussi, je dis toujours, il était fort critiqué, mais O'Leary m'a dit, mais je ne laisserai jamais tomber Charleroi. Dans le courant de l'année, chaque fois qu'il y avait des développements nouveaux, ils les mettaient chez nous. Et on n'a pas perdu 1 million, on a perdu 400 000. Et après, ils ont redéveloppé, ils ont remis des avions. Voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire, je dirais, comme quoi il ne faut pas nécessairement toujours se dire c'est la fin du monde et il faut tout arrêter, quoi. C'est ce que j'ai appris avec l'aéroport. Bon, ensuite, il y a eu déjà un peu avant, il y a eu des événements à l'aéroport qui ont fait que on m'a demandé d'assumer la fonction d'administrateur délégué faisant fonction. Je l'ai accepté, c'était un 1er juillet à 22h30 où on m'a téléphoné pour me dire, enfin moi pour une fois c'était pas pour me licencier, c'était pour me proposer quelque chose d'autre. Et donc j'ai accepté de faire ça avec 2 collègues dans mon équipe et je n'ai pas postulé pour la place de CEO parce que je n'avais pas l'expérience. Je dis je veux bien aider. Mais comme c'était un autre type de société, donc quand même assez original, le public, 4 partis politiques et le privé. Alors je vous dis, déjà le public, c'est pas toujours évident. Et alors quand vous avez du public et du privé, et donc ils ne s'entendaient pas. Et donc pendant 1 an et demi, c'est peut-être été ma chance, ils ne se sont pas entendus pour le CEO. Je veux mettre un Italien, moi je veux mettre ceci, moi je veux mettre cela, moi. Et ça traînait, le chasseur de tête, il ne savait plus comment il s'appelait. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, mais on a quand même plus 34, plus 32. Je suis certain qu'ils se sont dit ça. Ils disent, ça coûterait quand même moins cher de prendre Cloquet, quoi. Bon. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a proposé. Là, j'ai dit oui, parce qu'évidemment, j'en connaissais un peu plus. J'étais allé voir les patrons des compagnies. Et ça m'a en tout cas forgé pas mal aussi d'expérience dans l'aviation. Et j'avais une équipe qui était très fiable et on a pu construire. Et j'avoue que je n'ai pas peur de le dire. On me posait la question hier soir, parce que j'étais au B19 hier soir. Et j'ai répondu très clairement, il ne faut pas croire qu'il ne faut pas avoir cette image catastrophique du public. Moi, pendant 10 ans, on m'a tout laissé faire, quoi. On m'a laissé construire des équipes. Et le succès, c'est grâce à la région wallonne. Si elle n'avait pas été là, jamais l'aéroport de Charleroi. Voilà, je n'ai pas toujours été d'accord sur tout, c'est le chapitre suivant. Donc, le chapitre suivant, c'est le décret, ce fameux décret, pour flinguer les Liégeois qui sont toujours là. Et qui vendent Nétis à n'importe qui, enfin soit, et ils disent, ben voilà, ça va pas, les magouilleurs là-bas, il faut changer tout ça, un décret. Et puis du jour au lendemain, et je l'apprends par une journaliste, Béatrice Delvaux, qui faisait justement une interview sur moi. Elle me dit, tiens, ça serait intéressant. Et on est là, et elle me dit, tiens, qu'est-ce que ça te fait de ne plus être administrateur délégué? Comment ça, je suis plus administrateur délégué? Ah oui, enfin, moi le décret... C'est un peu comme les cours, je ne lisais pas toutes les pages. Et donc, et elle me dit, ben non, en fait, tu ne peux plus, tu es délégué aux affaires journalières, mais tu ne peux plus être administrateur délégué. Ah ouais. Bon, et elle me montre le texte et je vois que maintenant, je passe d'administrateur délégué à invité. Alors là, je n'ai pas perdu 1 euro, mais il ne faut jamais faire ça avec Gigi, parce que encore injuste. Et donc, j'étais furieux, parce qu'en plus, bon, ben... Même si, mais j'avais un Liégeois là-bas, d'ailleurs. Même si les Liégeois, parce que d'ailleurs je trouvais aussi certains Liégeois n'avaient pas de raison de diminuer leur salaire ou quoi que ce soit, on leur avait donné, il ne fallait pas le donner. Mais j'ai trouvé ça hyper injuste. Mais vraiment hyper injuste parce que, voilà, ça m'a choqué de me dire pourquoi je ne peux plus être administrateur délégué. Est-ce que c'est pour ça que je suis parti? Non. Mais... c'est clair que dans l'article, elle me dit, tiens, tu as eu 2 occasions de partir, je dis oui, et maintenant, ensuite, maintenant, écoute, je serai beaucoup plus attentif. Et il se fait qu'il y a un mec qui est en vacances, et qui lit le soir, et il s'appelle Éric Dompe. Et il téléphone à son copain Marco, qui dit, il y a peut-être un coup à faire ici.
Et donc, un soir de septembre, je reçois un SMS d'Éric qui me dit « Je dois te voir d'urgence ». Bon, les amis, c'est les amis. Je me souviens, j'étais avec les enfants. Et je dis « Tiens, bon, désolé, mais demain, je ne serai pas là. Un ami te demande. Je téléphone Éric. « Non, écoute, il faut que je te voie demain. C'est urgent, c'est important. » Je dis « Il y a peut-être un problème. » Et on se retrouve, pour ceux qui connaissent, là où j'ai présenté, j'ai fait le premier orateur d'Ecofin. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, finalement, au Van der Valk. Et aussi dans les chambres, mais ça ne regarde que les patrons de Van der Valk. Non, non, la vie privée de certains ne regarde pas, tu as raison. Et donc, plus sérieusement, il faisait très agréable, on est sur la terrasse, et donc Eric me dit j'aurai une demi-heure de retard, donc je suis dans mon bureau, et pas de chance, je lis le rapport annuel, et je vois Jean-Jacques Cloquet, administrateur délégué. Quoi. Je dis mais l'année prochaine, je ne serai plus dessus. Est-ce que c'est ça? Bon, soit on se retrouve, il me dit écoute Jean-Jacques, voilà, j'ai un sujet très délicat à aborder avec toi. Ben, je dis vas-y, on est entre amis. Il me dit voilà, écoute, on se développe, on devient vraiment une grande société. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi pour s'occuper de la gestion du parc, quoi, voilà, tout simplement. Et je lui dis oui. Je ne suis pas sûr que ça a pris 3 secondes. Et puis, il y a un blanc. Il dit mais t'es sûr? Ben, je dis oui, mais je t'ai même pas fait une proposition. Je dis non, écoute, j'ai pas besoin. Je dis écoute, je t'enverrai ma fiche de salaire, moi je veux la même chose, et puis c'est tout, j'ai pas besoin d'une surenchère, je suis pas dans le foot moi ici. Je veux un projet passionnant, je connaissais bien ces projets parce qu'on avait pas mal d'échanges 2 à 3 fois par an. Et donc c'est comme ça que j'ai pris ma décision. D'ailleurs le vendredi, il n'a plus de nouvelles, il m'envoie un texto, il dit mais tu es sûr? Parce que tu n'avais plus de nouvelles, est-ce que tu as bien... Mais je dis non, je t'ai dit oui. Et donc après on a évidemment communiqué, ça s'est même bien passé avec mon ministre qui dit mais c'est dommage, mais je peux comprendre. Voilà, donc c'est pas un coup de tête parce que je connaissais tous les projets. Et je peux vous dire qu'il y en a énormément. D'ailleurs, il m'a dit, il y a 3 choses, tu vas travailler plus, t'amuser et pouvoir faire des erreurs. Mais je fais les 3. Ça, je peux vous le dire. Parce que c'est quand même un autre monde. J'expliquais ça à l'un d'entre vous tout à l'heure. Tu es parfois ici, vous regardez par la fenêtre. Je suis assis là avec mon directeur commercial. On discute de boulot. Et puis on se dit, merde, il est 19h30, faut retourner à la maison. En fait, on est dans un engrenage assez tout à fait particulier. Et surtout, est-ce qu'il y a moins de stress? C'est un stress différent. C'est clair que je n'ai plus le stress social et syndical que j'avais, ni politique. Mais c'est un stress de réussir les développements et les grands enjeux. Hein, on va quand même investir 300 à 400 millions. On va encore engager 600-700 personnes. Ça, c'est les programmes dans les années qui viennent. Je vais vous en parler après. Et donc, voilà quoi. Donc, c'est un nouveau challenge et je suis là depuis le 7 janvier. Et en effet, j'ai pas beaucoup le temps de m'embêter. Alors, je dirais que derrière tout ça, quand j'ai l'occasion de rencontrer les plus jeunes ou quoi que ce soit, on me dit mais qu'est-ce que c'est pour vous un manager? Mais c'est ce que je viens de vous expliquer en fait. C'est pour moi en tout cas. Et donc je vais sortir un livre le 31 octobre. Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée. J'aurais jamais été capable, à part une lettre à ma fiancée il y a X années, mais je veux dire écrire, c'est pas mon domaine, mais il y a un journaliste qui m'a dit, ça serait sympa. Alors, c'est pas une bibliographie, parce que c'est pas Gigi le Magnifique, certainement pas. C'est un témoignage de un peu ce que je vous dis ici, mais il y a plein d'autres choses sur d'expérience qui vous forment un type de management. Après, le débat est ouvert, voilà. Et dans ce bouquin, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez, parce que je ne vais pas en parler de trop, parce que finalement, vous n'avez qu'à l'acheter. Sachez très bien que quand on fait un bouquin, on ne gagne rien du tout. Et le seul truc, parce que j'ai décidé d'en vendre moi-même, et ce sera pour la Fondation Papillon, qui est à Charleroi. Il y en a 200 qui seront vraiment bien plus chers, ce sera pour la Fondation Paris-les-Arts. Bon, voilà, je ne fais pas ça pour gagner un bouquin, c'est une expérience de vie qui est vraiment intéressante. Mais j'ai lancé un concept, vous qui êtes dans le financier, on parle souvent du ROI, Return on Investment, et moi j'ai lancé le ROC, le Return on Consideration. Et ce n'est pas le fait de passer, de dire bonjour, tout le monde va bien, je vous aime bien, c'est d'avoir des indicateurs. C'est 10 années sans une minute de grève, c'est un taux d'absentisme de 2,7%. Dans un domaine logistique, on est à 11%, vous faites le compte sur 700 personnes, ce que ça représente comme argent, la productivité, et ainsi de suite. Et donc, c'est ça que j'ai pu développer, en tout cas, notamment sur l'aéroport de Charleroi, aussi cette fierté d'appartenance. Je crois qu'on doit avoir la modestie. On a une chance incroyable quand on est CIO, c'est que c'est toujours vous qui êtes dans la presse. Voilà, c'est clair que c'est toujours le CIO qu'on vient voir, mais c'est peut-être l'occasion justement de renvoyer la balle et de dire, mais voilà, tous ces succès, et on peut regarder toutes mes interviews,
c'est évidemment grâce aux gens qui se lèvent à 3 heures du matin, ceux qui travaillent jusqu'à minuit, et ainsi de suite. Et donc, ça crée tout doucement cette fierté d'appartenance. Alors, pour moi, un bon manager, je dis bien pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de faire autour de lui une équipe de gens qui sont plus forts que lui dans leur domaine. On a trop souvent, ça c'est mes expériences de vie, on a trop souvent tendance, et je l'ai constaté aussi dans des petits départements à l'aéroport ou quoi, on met des gens qui sont un peu plus faibles, mais on n'avance pas. Je crois que ce qu'il faut, c'est des gens qui vous challengent autour de vous. Après, c'est plus compliqué quand vous êtes avec 6 directeurs qui ont les dents jusque-là. Il faut animer l'équipe. Ils ne vont pas aller en vacances ensemble, ça je peux vous le dire. Certainement pas, mais bon, d'un autre côté, quand on arrive à faire tourner la sauce, mais c'est excessivement performant et les résultats, c'est à ça qu'on le doit. La deuxième chose, c'est d'aller voir les experts. Vous devez savoir que dans ma carrière, j'ai été voir le patron de Turkish Airlines et d'Emirates. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire chez moi? Je savais qu'Emirates ne viendrait jamais, qu'un A380, ça serait déjà pas le mettre. Donc, mais c'est d'aller voir des gens qui ont une grande expertise dans l'aviation et de dire, écoutez, moi je suis ici pour développer un aéroport, voilà mon aéroport, voilà les arguments, les atouts, comment vous voyez les choses, challengez-moi. Et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, il est possible qu'un jour on ait Fly Dubai, qui est la filiale d'Emirates à Charleroi, je l'espère de tout cœur. Parce que d'ailleurs, avec le salon universel, l'expo universelle en 2020, il n'est pas impossible qu'il y ait des choses qui se passent. Donc ça, c'est l'expertise. Mais une fois qu'on a une bonne équipe à l'expertise, je crois que le rôle le plus important, c'est de s'isoler de temps en temps quand c'est possible et c'est de penser à l'avenir. Et de se dire, mais comment mon business va évoluer dans les années à venir? Et en fonction de ça, comment je dois adapter mes équipes, comment je dois adapter mon process, comment je dois faire attention à la concurrence, et c'est se concentrer là-dessus. Donc voilà un peu... Et je termine toujours en disant que le triangle que je présentais toujours au monde syndical, même à mes actionnaires, pour moi, ça se résume à un triangle. Rassurez-vous, ça n'a rien de philosophique. C'est simplement une pointe qui est l'actionnariat. Et je dis voilà, c'est ce que je disais aux syndicats, on a des patrons ici. Sans les patrons, on ne sait rien faire. Ici, c'est Eric Dompe et Marc Coupe. Mais là-bas, c'était le public et un peu de privé. Chez Solvay, c'était la famille Solvay, principalement, et ainsi de suite. Dans la famille, c'est les partenaires, c'est les grands-parents, c'est les parents. Mais je dis, il faut renvoyer la balle. Alors le public, il vous demande quoi? De l'image, du développement socio-économique, de l'environnement. L'actionnaire privé, il veut un peu de dividendes, c'est normal. Puis vous avez la pointe du triangle qui est finalement ceux qui vous font vivre, c'est les clients. C'était les compagnies aériennes, donc il faut investir pour eux. Il faut leur remettre le meilleur service, la meilleure qualité, c'est le cas ici. Et le troisième, c'est le personnel. Et le personnel, c'est créer de l'emploi, c'est de payer à temps, c'est des bons plannings. C'est un bon qualité vie privée, vie professionnelle. C'est pas nécessairement chaque fois que vous faites quelque chose avoir de l'argent. Une situation quand même dramatique que j'ai, deux dramatiques que j'ai vécues à l'aéroport de Charleroi, qui vous forgent aussi votre expérience. C'est le petit avion qui s'est écrasé, si on se souvient bien, où vous avez des enfants qu'il faut retirer de la carlingue et tout. C'est le jour du départ des vacances de carnaval. Donc dites-vous bien que les milliers de personnes qui sont dans le terminal n'en ont rien à foutre. C'est dur ce que je dis ici. Pour eux, je veux partir en vacances. Merde, j'ai payé une semaine de vacances. Pourquoi mon avion, il part pas? L'avion, il est bloqué. Parce que les corps sont sur la piste. Et le magistrat, il faut s'arranger, voilà. Et en 1 heure de temps, vous revenez à l'aéroport et les 30 personnes qui font partie de votre staff direct sont là sans un appel téléphonique. Et là, il y a une fierté, même si c'est une situation difficile. La deuxième, c'est les attentats, évidemment. Les attentats qu'on a vécus le 22 mars, où là, évidemment, vous passez... le personnel a peur, tout le monde a peur parce qu'on se dit on est des cibles. Et donc c'est là qu'on aide. D'ailleurs même, j'ai téléphoné tout de suite au patron de l'aéroport de Bruxelles. J'ai dit écoute, on va t'aider. On va t'aider d'un maximum. On a fait plus 30% malgré qu'on était à capacité totale. Et puis évidemment, 3 semaines après, les gens viennent vers vous et disent mais chef, on a quand même bien travaillé. Parce que c'est vrai, les gens revenaient. On n'avait même pas besoin de demander aux gens de revenir. C'était extraordinaire. Mais à un moment donné, il y en a un qui se réveille et dit chef, un petit peu d'argent quand même. On a fait un effort. Et je leur ai dit, vous n'aurez pas d'argent. Mais vous allez avoir un cadeau. Et on leur a offert à chacun une tablette. Je dis, tout ne doit pas se résoudre à des euros. Et ils ont eu tous une tablette, Samsung, 700 tablettes qu'on a distribuées au personnel. Et finalement, la majorité, il y en a peut-être qui ont revendu ça sur deuxième main, mais la majorité était contente. Et donc ça, c'est quand même quelque chose, comme d'ailleurs dans le caritatif, ce qu'on a fait, les baptêmes de l'air, on a fait quand même partir 2000 enfants par des voyages avec le bénévole, avec des soirées de gala, que la plupart de vous sont venus d'ailleurs. Et en tout cas, encore un grand merci. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Le livre qui sort le 31, Péridesa, voilà, il y a plein de projets. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Notre objectif pour 2023, c'est 3,5 millions de visiteurs. C'est un chiffre de fou. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais bon, voilà. C'est évidemment l'ouverture d'un nouveau monde.
Alors Claire a été très prudente, on va dire 2020. On espère quand même montrer un petit quelque chose le 14 décembre 2019, hein, Claire. Vous ne l'écrirez pas, mais on va essayer. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué, c'est un chantier très compliqué. C'est les ours polaires, c'est les tigres de Sibérie. 6-7 tigres de Sibérie, c'est des bêtes fantastiques. C'est les belugas, c'est toute une série de... Mais c'est un projet très compliqué. Donc on ne veut pas trop s'avancer, et c'est vrai. L'hôtel qui sera là, certainement pas ouvert le 14 décembre. Ça sera ouvert le 21 mars, ça c'est clair. Donc il y aura 50 nouvelles clés. Donc ici il y a 50 clés là-bas, avec toutes des visions sur les animaux. Donc ça va être aussi un... Il y a déjà des sociétés qui ont déjà réservé, hein, même si on n'a pas encore mis les ventes, mais qui ont réservé, parce qu'on se lance évidemment pour faire tourner aussi les hôtels. Qu'est-ce que vous voulez? Du lundi au jeudi, c'est plus compliqué. Hein. Tu as les gens qui ne travaillent pas, évidemment. Hein, troisième âge ou quoi, qu'on va essayer d'attaquer, et le segment du B2B. Regardez, c'est quand même un bel endroit. La prochaine fois, on fera tourner le feu ouvert. On va aménager cette pièce-ci. On réfléchit à aménager d'autres endroits. On va faire un centre de conférence d'ici 2 ans. On pourra accueillir 300 personnes. Et donc tout ça va évidemment dans le bon sens. On va développer d'autres zones dans le parc, notamment la savane indienne, avec les éléphants, qui va être très grande, avec un parcours de plus d'1 kilomètre à pied. Puis on va, en 2023, ça sera là probablement la plus grande serre du monde. Donc 5 hectares. 25 mètres de haut, 150 chambres. Enfin oui, vous voyez que je pâlis au fur et à mesure, mais c'est normal. Parce que chaque fois que je me dis, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Mais on va y arriver. Hein, on va y arriver. Mais voilà, ça va être pourquoi? Ça c'est clairement pour vaincre la composante météo. Je peux vous dire que demain, on va faire à peu près clair 20 000, 25 000. Mais si demain il pleut, s'il avait plu, ou on avait annoncé de la pluie, on aurait eu 3, 4, 5 000. Et ça, c'est la flexibilité qui est aussi la force de nos équipes ressources humaines. Donc voilà un peu dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire. Et en tout cas, vous remercier de votre confiance. Et j'espère que vous viendrez nous dire bonjour bien souvent. Ceux qui restent ici, vous avez une superbe journée. Ceux qui doivent travailler, c'est comme moi. Hein, sauf que moi, je travaille ici. Voilà. Et bien, en tout cas, merci de votre attention. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Moi j'ai une question. Quelle est votre plus grande réussite et à l'inverse, quelle est votre plus grande déception? Ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi à recomposer une famille. Hein, donc je me suis retrouvé quand même avec 4 enfants. J'ai rencontré Sylvie qui a 2 enfants dont le papa a oublié qu'il y en avait. Mais on a recomposé une équipe terrible. Et je partage tout avec eux. Tout. Donc je leur ai expliqué tout ce que je vous ai expliqué ici, en long et en large. Et on passe des soirées ensemble, je leur explique. Et je me dis, si je peux vous faire gagner des années, hein, avant d'aller peut-être dans un club de foot, de regarder les résultats financiers, hein, par exemple, ou d'autres choses, et les valeurs. Donc voilà, ça c'est vraiment... Allez, bon, allez. Sur le plan professionnel, c'est évidemment l'aéroport de Charleroi. On a fait des choses extraordinaires. On l'a placé sur la... Oui, pour l'instant, mais voilà, on va parler pour l'instant, parce que je pense que, même si Eric n'aime pas que je le dise, c'est quand même ça ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, les risques qu'il a pris. Je veux dire, c'est sa boîte, il faut le faire, c'est qu'il ne faut pas oublier, quoi. C'est ses billes, quoi, je veux dire, c'est ses chapeaux. Donc, je vais l'aider. On veut que ce soit le plus beau parc du monde. Mais je vais l'aider, évidemment, c'est un beau challenge. On y arrive, ça va peut-être être compliqué, mais bon, autant se positionner là-bas, et on a quand même été 2 fois le plus beau européen. Continuons sur la voie. Donc c'est vrai que l'aéroport, avoir pu placer, parce que je n'ai pas parlé aussi de Air Belgium, qui, tout le monde s'est dit, ça aussi c'est un truc terrible. C'est quand Air Belgium a arrêté, tout le monde dit, vous savez, c'est un échec. Mais quel échec! Mais quel échec! L'aéroport de Charleroi a prouvé en 4 mois qu'il avait été capable de traiter des longs porteurs, des longs courriers, sur une piste qui était trop courte. Et il a réussi. D'ailleurs, Air Belgium redémarre la Martinique, je peux vous dire, ça cartonne les ventes. Ils vont redémarrer en décembre et je me réjouis pour eux. Voilà. Mais bon, donc ça c'est quand même avoir créé de l'emploi dans la région, donc faire vivre, ça c'est vraiment, surtout je suis quand même du coin, quoi. Voilà, ça c'est... Échec, j'ai banni le mot échec, parce qu'il y a trop la culture de l'échec, tu vois. C'est des expériences qui n'ont peut-être moins bien fonctionné, mais ce sont des expériences. Donc pour moi, vraiment des échecs, je pourrais dire, oui, j'ai pas réussi mon couple, je me suis fait virer au sporting, enfin je veux dire,
Non, ce n'est pas des échecs pour moi. Ce sont vraiment des expériences qui m'ont appris énormément, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, le livre s'appellera « Grandir et faire grandir ». Comme ça, vous connaissez le titre. Hein, bon, voilà, j'ai grandi grâce à tous ces gens et j'ai essayé modestement d'en faire grandir certains. Voilà, tu vois. Donc, échec, c'est banni chez moi. Alors, Jacques, tu as parlé de 3 200 000 visiteurs en 2023. 3,5 millions il veut, mais bon. 3,5 millions. Je préfère 3,2 millions d'ailleurs. Actuellement, 4 ans avant, on est à combien? Claire, tu veux dire, maintenant on est. Non, cette année-ci. L'année dernière, on était à 1 976 000. Cette année-ci, on devrait faire 2,2 millions. C'est notre budget. Je pense qu'on sera même un petit peu plus au-dessus. Ça va être la folie. Moi, je le dis, je fais peut-être un peu de commercial, mais quand je vois les animateurs, on a quand même des gens qui viennent de chez Dragon, qui travaillent ici dans nos équipes, qui ont été engagés ici. Donc, on va avoir du lourd. On va avoir du lourd pour montrer. Et alors, bien sûr, les petits pandas. Éric Domp, il me dit, purée, t'es un vénard, quoi. Tu vas atteindre tes objectifs grâce aux petits pandas. Je lui ai dit, Éric, t'as engagé un mec qui avait 7 gosses, tu savais quand même bien que ça allait marcher. Parce qu'on a des petits éléphants, on aura peut-être des petits rhinos, non? Claire, des petits rhinos, des petits éléphants, des petits chameaux, mais voilà, c'est tout. Le sexe attire le sexe, enfin je veux dire, soit excusez-moi, bon. À propos des pandas, ils vont tous repartir quand ils seront adultes. Alors ça, c'est un contrat évidemment avec l'Asie. Je ne le connais pas en détail, mais oui, il est prévu que de toute façon, donc il y a déjà eu un bébé il y a quelques années, qui lui, je pense, repart l'année prochaine. Voilà. Donc il est susceptible de retourner. Parce que les... Voilà. Ils ont le droit. Et donc, on se réjouit évidemment d'avoir les jumeaux. C'est quand même assez rare. Ce qui se fait, c'est que vous avez à peu près 80 sites en Chine de réintroduction du panda dans la nature, ce qui n'est quand même pas évident. Et donc, aujourd'hui, on est passé de la situation de danger à vulnérable, je pense. C'est-à-dire qu'on est en stabilisation, ce qui est une réussite totale. Enfin, chapeau aux Chinois, hein, parce que, bon, je veux dire, nous, on y participe, comme le zoo de Berlin, qui vient d'avoir ses petits jumeaux. Ils ont fait fort, eux. Vous savez, il y a quand même des règles avec la Chine. C'est que vous ne pouvez pas... Tout est dépendant. Hein. C'est quand même trésor de guerre chinois, ça, les pandas. Et donc, vous ne pouvez pas les montrer tant qu'ils ne donnent pas l'autorisation. Les prénoms, il faut discuter avec eux. Les Allemands, ils ont été très vite. Ils ont fait un sondage, ils ont dit, voilà, vous savez comment ils s'appellent? Hong Kong. Ça, il faut le faire. Mais Angela Merkel a pris l'avion pour aller s'excuser. Hein, parce que, bon, c'était peut-être pas ça. Mais bon, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, on devrait avoir 2,2 millions. Et puis, on est obligé... Allez, quand tu as vu un beau parc et tout, tu es obligé d'amener des nouveautés. Donc chaque année, comme dit Claire, l'année prochaine, ça sera Terre du Froid. Puis il faut essayer de chaque fois... On va lancer aussi un glamping. Donc on doit offrir... Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessairement le budget de tout le monde. Même si quand on décortique, c'est intéressant. Et donc, on veut aussi offrir un peu comme vous avez le David Croquette à Euro Disney. Mais ici, vous aurez le glamping. Et donc, là où il y aura aussi 100 ou 200 possibilités de logement dans des tiny houses. Donc voilà, tout ça chaque année pour espérer arriver en tout cas à la barre des 3,5 en 2023, ce qui est quand même énorme. Hein. 2025, 3,5 millions, pardon. Oui. Oui, c'est juste. Donc on a, tout à fait Claire, tu fais bien de le dire, c'est clair qu'on n'a pas entendu toutes les manifestations et ainsi de suite pour se lancer dans des grands projets. On va avoir le plus grand parking photovoltaïque du monde, ici à côté, et le plus grand champ photovoltaïque. Donc on va produire 30% de plus que ce qu'on a besoin dans le parc. Donc on va redistribuer sur le réseau. On a une spécialiste du durable qui est chez nous, énergéticienne française, qui ne travaille que sur les améliorations. Consommation, énergie, gestion déchets, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs pas impossible qu'un jour, on travaille en collaboration avec le public pour une biométhanisation, mais ça, c'est encore trop tôt pour en parler. Mais bon, voilà. Tout ça fait partie aussi des arrosages naturels du parc. Ça, c'est l'idée d'Éric Domp, encore une idée de fou. Mais enfin, soit, bon, voilà, des projets, quoi. Voilà. Moi, j'ai une question, parce que je pense que vous n'avez pas vraiment abordé. Quel est l'objectif principal en fait, du parc de Painkilland? C'est réserve naturelle, c'est permettre aux gens de voir, c'est quoi en fait? L'objectif, je pense, d'Éric, malheureusement, il répondrait beaucoup plus mieux que ça à cette question, vu que c'est son rêve, mais c'est un peu d'offrir les jardins des mondes et d'offrir des paradis perdus, de permettre aussi à beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de voyager,
de venir voir, parce qu'il y a quand même 4 composantes fondamentales. Et je dirais même une 5e maintenant. La première, évidemment, il y a une variété d'animaux. On vous l'a dit, il y a 700 espèces, 7000 animaux. La deuxième chose, c'est tout ce qui est botanique. Il y a des grands spécialistes dans le parc qui sont quand même parmi les meilleurs pour vraiment faire un botanique de qualité. Et je dirais qu'Éric Dompe, c'est sa passion, les plantes. La troisième chose, c'est l'authenticité. Donc il est encore en voyage pour l'instant. Je suis toujours inquiet quand il est en voyage, parce que rien... Déjà, je voudrais qu'on lui coupe ses connexions, parce qu'il est plus chiant quand il est en vacances que quand il est en voyage, que c'est pas en vacances, que quand il est ici. Mais donc il est encore à la recherche de nouveautés, d'authenticité. Donc tout est authentique ici. Tout est authentique, c'est extraordinaire. Il s'occupe du moindre détail des décorations. Vous voyez quand même, c'est assez... La spiritualité, il y a des endroits quand même où il y a cette spiritualité. Et puis 5e, c'est l'immersion. Donc c'est tout ça qu'il veut offrir. Et quand on lui dit, j'ai entendu plusieurs fois, j'ai assisté avant, moi j'étais comme vous, j'écoutais ses conférences. Tiens, mais vous envisagez de transporter, ben oui, pourquoi pas demain dire on va faire la même chose à Dubaï. Ils font tout là. Hein, bon. Mais non, c'est pas du tout. Mais enfin, j'ai jamais entendu. C'est niet, lui. C'est niet catégorique. Moi, je veux continuer à développer au mieux ce site, malgré des minorités intégristes qui disent non au développement du parc. Hein, c'est une nuisance, une nuisance. Et donc voilà. Mais voilà, l'objet, c'est vraiment ça. D'ailleurs, on était concurrents. Moi, à l'aéroport de Charleroi, j'essayais de prendre le maximum de gens pour qu'ils partent, et lui, il les empêchait de partir pour venir ici. Donc il a fait le mercato, il m'a transféré. Mais c'est pas vrai, maintenant avec les hôtels, donc vous devez savoir qu'on a des partenariats qui sont en train de se créer avec Olivier. On travaille avec TUI, Air Corsica, Air Belgium, pour faire venir des gens, justement, des packages pour les faire venir ici, en tout cas. Donc, voilà. Justement, 3,5 millions de visiteurs dans quelques années. Moi, je suis un habitué du parc, j'habite dans le coin. Je vois l'évolution d'année en année, je vois aussi l'évolution de la fréquentation d'année en année. Et il y a un moment donné où, je ne vais pas parler de saturation, mais il y a un nombre maximum de personnes par mètre carré qu'on peut caser dans ce parc, pour que ça reste, outre un beau parc et un parc animalier, un endroit agréable pour se promener sur les pieds. Comment est-ce que vous organisez ce ratio surface-fréquentation? Alors, tout d'abord, on a encore des plages énormes à remplir. Mais pendant la semaine, tu vois? Donc, en travaillant sur des réseaux B2C, B2B, et résidents, hein, les résidents vont être une tranche importante des gens qui vont, tu vois, quand le jour où on aura quand même 2500 lits, hein, parce que c'est ça l'objectif, hein, en 2023, on aura quasiment 2500 lits hein, dans le parc. Donc, tu vois, non, mais ça veut dire que ça va être une ville de 15 000 habitants, c'est pour ça qu'on parle du durable et ainsi de suite. Donc, il y a déjà ça que tu peux remplir. Après, on doit limiter à certains moments. Maintenant, déjà, on constate là, par rapport à l'année dernière, quand on avait 25 000, c'était la cata. On a quand même rajouté 8 hectares. Terre du Froid, c'est combien d'hectares? 6 ou 8? Ouais. Le 14 décembre, ou un peu plus tard, on va rajouter 5 hectares. Amazonia, 5 hectares. Donc tu vois, après, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a des statistiques depuis pas mal d'années où on mesure les réservations via le net, ce qui nous permet d'avoir, avec une précision quand même assez remarquable, je me retourne vers le directeur commercial, une précision assez remarquable, le nombre de visiteurs qui vont venir. Et parfois, on bloque. Quand on se rend compte qu'on vient trop loin, on arrête les réservations. Et ça m'est même déjà arrivé que sur les médias, on dise, écoutez, si vous avez l'occasion, ne venez pas aujourd'hui. C'est un peu dommage. Mais bon, il ne faut pas non plus brider la qualité. Tu vois ? Voilà. Mais, par contre, je pense que comme tu habites dans la région, tu veux souligner évidemment la grande problématique de l'accessibilité. Donc, il y a des projets de route, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quelques minorités bloquent un intérêt général, parce que c'est dramatique pour les villages, parce qu'avec Waze, avec les GPS intelligents, hop, 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 et ça passe à travers les villages et tout ça, et ça c'est dommage. Bon, donc ça c'est un des grands problèmes. Donc on se bat pour améliorer les connexions en train, avoir un arrêt TGV, il passe à 2 km d'ici. On est quand même la seule province du monde traversée par un TGV, il ne s'arrête pas, hein, le Hainaut. Non mais le TGV traverse le Hainaut de pas, et ne s'arrête pas. À Euro Disney, ils ont un TGV. À Wavre, pourquoi on n'en aurait pas un? On ne demande pas qu'il s'arrête 10 fois par jour. Il s'arrête 3 fois le matin, 3 fois le soir, tout le monde est content. Et donc voilà. Donc,
On réfléchit aussi à des transports en commun qu'on développerait au départ de gare. Donc il y a toute une réflexion qui se fait parce que ça c'est le grand caillou dans notre talon, hein, dans la chaussure. Hein. C'est vraiment, on doit vraiment gérer ça le mieux possible parce que bon, demain ça va encore être la folie hein, sur les routes ici dans le coin, quoi. Il y a peut-être une solution, c'est un petit aéroport ici à côté. Écoute, anecdote. Tu sais, quand je suis arrivé ici, il y en a qui ont cru que c'était pour développer l'aéroport à côté. Bien que. Il a tout, hein. Mais non, sincèrement, je le connais bien. Parce que on avait des contacts avec le SACEUR. Cet aéroport a tout, hein. Ils ont une plus grande piste qu'à Charleroi. Ah oui. Ah oui. Maintenant, je pense que c'est plutôt, si je devais développer cet aéroport-là, mais ne le dites pas parce que je suis un homme mort dans la région, hein, je le ferais dans le business aviation. Là, c'est vraiment, il y a un atout énorme. Le jour où les petits Américains s'en vont, ça, il faut faire business aviation. C'est pas trop emmerdant. Et là, c'est fort demandé. C'est fort demandé. Mais bon, c'est bon assez. Voilà. Ben, écoutez, je pense que vous avez un programme sympathique maintenant, non? Je pense, je ne sais plus, en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Pas de souci.